Bonsoir à toutes et à tous, nouveau numéro de Défense et j'ai le plaisir, l'honneur de vous recevoir Jérémy Ganizat. Merci d'être avec nous. On va faire court, on se connaît depuis quasiment depuis qu'on est né, quasiment, et on a grandi ensemble. Merci et j'ai décidé de te tutoyer, c'est peut-être plus simple. Jérémy, merci d'être venu, d'avoir accepté mon invitation parce que tu es le frère de Ronnie qui est tombé le 9 octobre au Sud-Liban. Et tu as voulu aussi parler de lui. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler des circonstances dans lesquelles il est tombé? Alors, d'abord, on commence par la fin. Les circonstances, c'est que Ronnie a fait depuis le 7 octobre où il a été appelé, il a fait quasiment 240 jours de Milouim. Et la dernière fois donc, où ils ont été appelés, c'était pas prévu. Donc ils sont appelés et on leur a dit, voilà, à partir de maintenant, c'est les deux premières khativot qui ont... C'est les brigades. Les deux premières brigades que l'armée a décidé de faire rentrer à l'intérieur du Liban. Et donc ils ont été appelés, ils sont montés au Liban, ils se sont préparés pendant quelques jours. Et après Rosh Hashanah, le dimanche après Rosh Hashanah, ils sont rentrés dans le Liban dans une mission où en fait ils rentrent à l'intérieur des villages. Ils devaient trouver des armes, des tunnels, des terroristes. Et donc en fait c'est nettoyer la frontière pour repousser le Hezbollah. Donc les premiers jours se sont bien passés, dimanche, lundi, mardi, ils ont réussi les missions qu'ils avaient à faire. Et le mercredi, en fait, pendant une mission qui était apparemment plus compliquée, on n'a pas encore toutes les informations. Demain, il y a le commandant de sa brigade qui doit venir nous parler aussi. Ils sont tombés dans une embuscade et en fait dans cette embuscade on a tiré sur le groupe où Ronnie se trouvait. A priori lui il est tombé sur le coup et il a deux de ses amis trois qui ont été blessés, dont un est mort de ses blessures juste après. Et donc voilà, dans cette embuscade qui était je sais que ça les a surpris. Ensuite, ils ont mené un combat héroïque parce qu'ils ont tué à l'intérieur de l'école d'où ils avaient été attaqués, ils ont tué entre 8 et 10 terroristes. Et ensuite, le lendemain, ils ont recommencé la mission où laquelle Ronnie était tombé. Et ils l'ont réussi. Mais malheureusement, en fait... Vous dites que c'est sa troisième période de réserve. Tu dis que c'est sa troisième période de réserve. Mais il t'a dit aussi, je suis fatigué, mon grand frère, mais je le fais quand même. Alors... D'abord, il l'a jamais dit parce que Ronnie se plaint pas. Mais on travaille ensemble depuis 5 ans. Et donc après les deux premières périodes, c'était donc 226 jours de Milouim. Moi, je le sentais vraiment, vraiment fatigué. Au bureau, il était comme dans une cocotte minute. Donc même à la maison. Et puis du coup, on a commencé à parler. Et effectivement, les 226 jours qu'il avait fait, donc c'est de octobre quasiment à fin mars. C'est toute la période d'hiver dans le nord. Il fait froid et c'est pas des conditions super. Il sait qu'il a sa femme et ses enfants qui sont à la maison seuls. Il faut rappeler que en fait, quand on fait notre alia et que Ronnie est monté à 18 ans, comme nous tous, il était Khayal Boded. Et soldat seul. Oui, je suis désolé, je vais essayer. Non, mais très bien. Mots, mais en tant que soldat seul, en fait, et ensuite quand on part en Milouim aussi, c'est pas comme les Israéliens où il y a le soutien de la famille qui vient aider la femme et les enfants. Donc en fait, pour lui, c'était non seulement éprouvant. Pour lui, à 36 ans physiquement, mais en plus de ça, c'était éprouvant parce qu'il savait qu'à la maison, il laissait sa femme et ses enfants. Et sa femme, c'est un super héros, hein, la vérité. Et donc tout ça l'a éprouvé pendant 226 jours. Donc à la fin de ces deux premières périodes, il était fatigué dans une cocotte minute. Et en fait, quand il a été rappelé, il commençait à peine à commencer à libérer la pression. Je t'ai entendu dire, aux funérailles et ensuite, que tu trouvais, sans rentrer dans la polémique, on n'est pas là pour faire de la polémique, mais qu'il y avait un problème d'égalité face à l'adversité, à l'armée. Parce qu'il est issu d'un secteur qui s'appelle le sionisme religieux. Alors, d'abord, juste pour revenir avant, effectivement, après cette deuxième période, quand il a été rappelé la troisième période, je lui ai dit, Ronnie,
tu as déjà fait 226 jours, reste avec ta femme et tes enfants. Et oui, effectivement, il m'a dit cette fameuse phrase que j'ai répétée plusieurs fois, il a dit, si moi j'y vais pas, qui va y aller ? Et en fait, c'est vraiment ça. Et je vais dire honnêtement, c'est que quand il est tombé, j'avais pas encore cette vision-là, mais la semaine d'après, on a vu commencer à tomber au Liban que des gens du sionisme religieux, avec 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants, 10 enfants. Il y a eu, je crois, en une semaine, 56 orphelins. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est toujours les mêmes qui servent. Et moi, je veux pas parler en hébreu. Il y a toute une polémique sur ce qu'on appelle le Shivion Banetel. Ça veut dire c'est l'égalité du joug de l'armée. Pour nous et pour Roni, l'armée c'est pas un joug, c'est pas une je sais pas comment on traduit exactement. C'est pas un endroit de coercition. Oui, c'est pas un étel. Je sais pas exactement comment on traduit en français, mais c'est un mérite. En fait, pour nous, c'est une mitzvah d'aller à l'armée, c'est un mérite, mais c'est une mitzvah qui est tellement grande qu'on a besoin de tout le monde pour la faire. Et aujourd'hui, en fait, quand on voit que une partie des gens, pour des problèmes de conscience, parce que apparemment on serait un pays de conquête, ils vont pas à l'armée. Je parle du côté gauche de la politique, et que il y a les Haridim, les orthodoxes, qui décident au nom de la Torah de pas aller à l'armée. Aujourd'hui, quand il se passe ce qui se passe, quand on est dans une guerre pour d'existence d'Israël, moi j'arrive pas à comprendre qu'on puisse encore faire de la politique et qu'on puisse encore dire ok non nous on va pas, parce que c'est exceptionnel quand même que la famille, c'est assez rare. Les 3, vous étiez les 3 frères en période de réserve. Je ne sais pas si c'est assez rare. Je sais que dans notre milieu, c'est pas rare. Dans notre milieu, les gens vont et sont volontaires après. Après, pour nous, c'est un devoir. C'est vraiment un mérite. Donc, Roni, je crois qu'il a jamais raté un jour de Milouim dans toute sa vie. Même là à la fin, quand on a essayé de le retenir, pour lui, c'était impensable de rater un jour de Milouim, un jour de réserve de toute sa vie. Emmanuel, il a jamais arrêté. Moi, j'ai arrêté à Tsoukétan, parce que l'armée nous a fait sortir, et à partir du 7 octobre, j'ai demandé à retourner, parce qu'encore une fois, pour nous, c'est normal. Ça veut dire, pour nous, c'est normal quand le pays a besoin d'aller à l'armée. C'est propre aussi peut-être aux franco-israéliens ? Il y a ça énormément chez les franco-israéliens. D'ailleurs, on a vu que la communauté française a été énormément touchée, parce qu'en fait, la communauté française a un amour infini pour Israël. Et ça veut dire qu'il y a des valeurs de sionisme qui sont extraordinaires. Et on voit encore, juste après Roni, il y a encore 2 ou 3 Français qui sont tombés. Il y a, au début de la guerre, il y a 3 ou 4 Français aussi qui sont tombés, à Ranana et à Jérusalem. Donc en fait, on voit que les Français, c'est une communauté qui est assez spéciale. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je veux faire entendre cette voix, parce que je pense qu'on a quelque chose à apporter. Ce vivre ensemble qu'il y a, et ce sionisme infini, cet amour pour le pays qu'on a tous. Donc oui, les Français se mobilisent énormément. Maintenant, j'aimerais rajouter juste quelque chose pour qu'en fait les gens comprennent. C'est pas que on fait pas de politique, on vient pas pour sortir et pour dire celui-là il est mieux que celui-là, que ça. Mais on est tous des frères, parce qu'apparemment c'est ça. Et un frère, en fait, il doit se sacrifier pour l'autre. C'est la définition du frère. Et aujourd'hui, en fait, quand on voit une partie de nos frères qui décident de laisser une seule partie de la population aller au combat pour défendre le pays, moi, ça me fait... je me dis, moi, j'ai perdu mon frère, alors que eux... pour eux... Alors que quand on a besoin d'eux, on ne peut pas compter sur eux. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me... Alors justement, c'est ça ma dernière question. Qui me dérange. Et tu as raison. Parce que Roni est tombé juste avant Yom Kippour, le jeûne du Yom Kippour. Yom Kippour, c'est aussi se sacrifier. C'est aussi, il y a une notion de sacrifice. C'est, encore une fois, le fait que il y a une histoire comme ça pendant la Shiva, quelqu'un qui est venu avec de bonnes intentions du monde Haridi, qui est venu, l'Enachem, qui est venu pour nous consoler. Oui. Et il m'a dit, écoute, tu sais, ton frère, il est à côté d'Akadosh Baruch Hu. Il est plus haut que les Haruga Malchut. Haruga Malchut, c'est les personnes qui sont mortes pour la royauté d'Israël à l'époque. C'est Rabbi Akiva et compagnie. Il m'a dit, les soldats qui meurent, ils sont encore plus hauts qu'eux.
Et moi, je le regarde et je lui ai dit, mais j'ai pas besoin que tu me dises où il est mon frère. Je sais exactement ce que mon frère il a fait pour le pays et je sais que et avant Kippour, on voit le sacrifice d'Yitzhak. Je sais très bien ce que c'est le niveau de mon frère et de tous les soldats qui partent au combat et qui vont, qui reviennent ou qui reviennent pas malheureusement, puisqu'ils ont tous le même sacrifice. Je lui ai dit, mais toi, tu veux pas être à la hauteur des Haruga Malchut, ça veut dire cette grande mitzvah-là, tu veux pas la partager avec nous? Et je l'ai senti un peu dérangé, mais c'est exactement ça. Oui, nous, on fait les choses selon la Torah. Ça veut dire que pour nous, c'est une mitzvah et on va selon la Torah. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se cachent derrière la Torah. Alors, je veux pas finir sur ça parce que c'est pas, on n'est pas là pour polémiquer, mais aujourd'hui, si moi je peux faire un appel, c'est que on a besoin les mêmes populations ne pourront pas tenir toute la guerre comme ça. Les gens sont fatigués et même s'ils donnent de leur personne, aujourd'hui ils ont besoin de l'aide de tout le monde. Voilà, une note positive. Merci Jérémy. Merci beaucoup Mathias. Mon invitation. Puisqu'on parle des Français franco-israéliens, 2 cousins qui ont fait leur allié de France, ont été grièvement blessés à Gaza, ou comment se rattacher à la vie ensemble dans le lien sacré de la famille. Regardez. C'est une histoire incroyable où tout est présent. Peut-être que toutes les histoires de reconstruction se ressemblent. Une histoire qui débute par la peur de la mort et continue avec un combat pour la vie. אני לפני המבצע הזה, הייתה לי תחושה מאוד לא טובה. הגענו לבית שהיינו צריכים לעבור ממנו כדי לעבור לבית הבא. היה שם איזו חסימה קטנה, אז התעכבנו בבית הזה. במהלך שהייה בתוך הבית גילינו שיש פיר, אני ועוד כמה חבר'ה מהמחלקה, ופשוט ידענו שאם יש פיר אז יכול להיות שיש מחבלים שיכולים לצאת מהפיר הזה, אז היה צריך שמישהו יהיה עם קנה לתוך הפיר הזה, והמישהו הזה זה אני. הרגשתי שהולך לקרות משהו, שיכול להיות שהתפוצץ, והיו מטענים פשוט בתוך הקירות של הבית. הם בנו את הבית והם שמו את המטענים כבר בתוך הבטון. אני זוכר פשוט את הפיצוץ. שאפתי על קיר, שאני מרגיש חולשה כזאת שאני, זהו, אין לי שליטה. אני הייתי 3 מטר משם, אולי ממש מאוד קרוב, אבל למזלי העדף יצא החוצה. Personne ne s'attendait à ce que 4 mois après les graves blessures de Benyamin, son cousin germain Aleph, servant dans l'unité d'Oketz, ait aussi été gravement blessé après qu'un colis piégé ait explosé alors que lui et ses hommes fouillaient une école. סרקנו איתורים, שלחתי את הכלב לשחיקה. אחרי כמה דקות אני שומע ירי, ומרגע שהוא חוזר אני מסתכל עליו מרחוק ופשוט פיצוץ ענק. היה איזה שנייה, 2 שניות כזה שלא כל כך מבין מה קורה, אם זה מטען, אם זה רימון, אם זה RPG. ניסיתי לקום וישר הרגשתי שיש לי בעיה ברגל, ואני רואה כמות דם שיוצא מהפה, ואני מתחיל לזחול עד המדרגות, וסוג של זורק את עצמי במדרגות ובאותו זמן מושכים אותי, וזהו בראש שלי, אני כאילו, איפה הכלב? Aleph est téléporté immédiatement à l'hôpital Shaare Tzedek et rejoint Ichilov à Tel Aviv une semaine plus tard. Benyamin, son cousin, encore dans un état grave, est arrivé à l'hôpital comme anonyme. אני בטוח אחרי כ5 ימים בטיפול נמרץ, אני מסתכל על הידיים שלי על הרגליים, פתאום אני רואה את אני נפצעתי מאוד קשה, אבל כאילו אני חי. התחלתי להרגיש כאילו שאולי שחטפו אותי, ידעתי שאני בפוסט טראומה, כאילו היו מזיזים לידי כיסא, הייתי שומע יריות, הייתי פותח את העיניים, הייתי רואה הריסות של בתים שבתוך עזה, הייתי שומע מסוק, במשך כמה ימים מסוק שהוא לא מפסיק. אני זוכר שלפני חצי שנה באתי ופגשתי אותו בזמן שהוא נפצע, ועכשיו אני פה איתו. Les cousins Benyamin et Aleph ne servaient pas dans les mêmes unités. Le premier a été blessé à Khan Younes, l'autre dans le quartier gazaoui de Zeytoun. Ils sont maintenant ensemble et se battent pour leur guérison.
et lorsqu'ils discutent, eux seuls peuvent se comprendre. Le fait que deux cousins germains soient soignés dans la même chambre n'est pas un hasard. Elle est même un facteur important pour une meilleure rééducation. Mais quand la nuit tombe et qu'ils parlent de cette nouvelle vie qui les attend, la différence entre le passé et leur état actuel est incommensurable. דתן, בוא תעשה כמו אבא. הנה, דתן עושה כמו אבא. כל הכבוד. זה מפתיע לחזור כאילו מההתחלה. אז מה השאיר אותך פה? זה שאני זוכר שאיפה שהייתי אז ביקשתי וחזרתי ואמרתי, גם אם אני צריך להישאר, זאת אומרת למעלה איפשהו, אז אני רוצה לחזור כי לאשתי מגיע שיהיה לבעל ולילדים מגיע להם שיהיה להם אבא. חשבתי על זה, כאילו כל זה שהוא היה במילואים, תמיד אמרתי, טוב, כאילו, יכול להיות שהגיע כאילו הרגע הזה וגם יכול להיות שהגיע כאילו רגע עוד יותר כאילו גרוע. כשאבא נפצע זה היה מפחיד? כן, אני ישנתי אצל סבתא, אחר כך אמא חזרה מהבית חולים ואני ראיתי אותה ואמרתי אמא מה קרה ואחר כך היא סיפרה לי. Ces deux cousins sont venus comme nouveaux immigrants de France. Benjamin à l'âge de 10 ans et Aleph il y a seulement 3 ans. Benjamin est très casanier, proche de sa famille, et Aleph est venu seul, et est donc appelé un soldat solitaire. Alors que ses parents sont loin, sa rééducation prend encore plus d'importance. Aleph a tout laissé derrière lui pour venir vivre en Israël et ne regrette aucun de ses choix. רציתי ממש להתגייס ורציתי להכיר עולם אחר. ומה ההורים אמרו כשבאת ואמרת להם אני עולה לישראל? זה ממש קשה לאמא, אבל בסוף כאמא כאילו היא רק תומכת, כאילו. היא הייתה איתי בתהליך ואפילו היה קשה לה, כאילו היא נתנה הכל כדי שאני אעשה מה שאני אוהב. יש לי מטרה לחזור לתפקוד מלא, לתפקוד שלי בצבא, לחזור לכלב שלי. Dans la chambre 27, au 2e étage, dans l'antenne de rééducation de l'hôpital Ichilov, rester en vie n'est pas une évidence. Les amis tombés au combat donnent la force aux autres de continuer, même si la route est encore longue. צריך ללמוד ללכת מחדש. On n'est jamais seul et il faut recommencer depuis le début. Voilà le titre de la chanson. Shani Guidalia, merci d'être avec nous. Vous nous parlez cette semaine d'une relation triangulaire assez polémique. France, Hezbollah, CGH, CGM. De quoi s'agit-il? Alors Mathias, c'est un deal qui aurait été conclu discrètement en 2020, juste après l'explosion du port de Beyrouth, entre Emmanuel Macron et le Hezbollah. Dans ce deal, Emmanuel Macron ne parlerait pas des armes du Hezbollah pendant ses prochaines visites au Liban, pendant ses prochains déplacements. Et en échange, le Hezbollah laisserait CMA-CGM, qui est une société de transport maritime, remporter le marché de la reconstruction du port de Beyrouth, donc le contrôle du port. Donc en réalité, c'est le prix du silence, avec à la clé le contrôle du port de Beyrouth et donc un contrat de plusieurs milliards pour CMA-CGM. Je rappelle que cette société appartient à un homme qui s'appelle Rodolphe Saadé, qui est un chef d'entreprise franco-libanais, propriétaire de BFM TV et grand ami d'Emmanuel Macron. Il faut savoir que ces informations sur ce deal ont été rapportées par Georges Malbruno. Tous les détails ont été écrits, ont été détaillés dans un livre qui est apparu en 2022. Le problème, c'est que ces informations n'ont jamais été démenties depuis 2022. Ce 21 octobre, Georges Malbruno a publié un tweet où il est revenu sur ce deal en amont de la visite d'Emmanuel Macron. Et une sorte de rétropédalage en fait. Exactement. Le 28 octobre, donc il y a quelques jours, Georges Malbruno a publié un très long tweet où il revient sur ses propos. Je vous cite une partie du tweet. Contrairement à ce qui a été écrit dans de nombreux commentaires, Emmanuel Macron n'est pas aujourd'hui l'otage du Hezbollah depuis ses visites en 2020. Une deuxième partie
de ce tweet-là. Il explique, il revient sur une affaire où Emmanuel Macron l'a un peu pris à partie après un article qu'il aurait écrit qui s'appelle Le pas de deux d'Emmanuel Macron avec le Hezbollah. Il explique que la colère du président, ce n'est pas en raison de cet article, c'est en raison d'un autre article qui parle de corruption et pas du Hezbollah. Maintenant, l'inquiétude, c'est que si ces informations de Georges Malbruno sont avérées, ça voudrait dire qu'il y a une coopération dangereuse entre la France et le Hezbollah. Donc un véritable rétropédalage de Georges Malbruno, après vraisemblablement peut-être une pression de la part de l'Élysée. Merci Chani. Alors je vais poser la question justement à Nathalie Goulet. Merci d'être avec nous, sénatrice UDI de l'Orne. Vous êtes spécialiste également du financement du terrorisme ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Voilà, c'est plutôt ça. Nathalie, Madame la sénatrice, est-ce que vous êtes surprise de ce type d'information? Écoutez, je l'ai beaucoup lu. Le rétropédalage de Georges Malbruno, double boucle piquée, double salco, triple lutte, sera étudié dans les écoles de journalisme. Il faut voir comment tout ça va évoluer. Plus largement, de manière plus élargie, est-ce qu'il y a aujourd'hui des vraies zones d'ombre autour de l'influence étrangère en France? Je pense notamment au réseau des frères musulmans et de cette relation un petit peu opaque entre la France et certaines puissances. Le réseau des frères musulmans, c'est une évidence. Grignote la République, vous le savez, on en a déjà longuement parlé. La montée de l'antisémitisme, la multiplication par 1000 des actes contre la laïcité, l'arrivée de police des mœurs contre la tenue vestimentaire des jeunes femmes ou ces gens qui se font poignarder parce qu'ils consomment pendant le ramadan. Tout ça a évidemment une influence très claire des frères musulmans et de l'islam radical qui grignotent la République. Ça, c'est une évidence. Et au niveau économique, justement, parce que là on parlait du Hezbollah, mais il y a aussi énormément de marchés où à l'intérieur desquels il y a des éléments iraniens, par exemple, en France. Des éléments iraniens, dites-moi, non là, des chefs d'entreprise, des proches de certaines sociétés libanaises qui travaillent en France ou qui travaillent à l'étranger. Libanaises. Bon, Libanais, c'est autre chose, mais si vous voulez, je crois qu'en France aujourd'hui, l'embargo, en tous les cas financier à l'égard de l'Iran, est respecté. En tous les cas, je l'espère. Maintenant qu'il y ait des réseaux qui fonctionnent avec des pays du Moyen-Orient, vous avez cité à très nombreuses reprises le Qatar. Je viens d'apprendre qu'une délégation de mes collègues avait été invitée au Qatar. Moi, je ne suis pas invitée au Qatar. Mais voilà, donc que le Qatar qui pose 30 milliards d'euros sur la table ait une influence, moi, j'en doute pas du tout. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on connaît, oui. La question, c'est de savoir quelle est la relation du pouvoir. Alors, je ne parle pas que de la France, mais de l'Union européenne aussi. Parce que visiblement, vous avez écrit un article justement récemment où vous dites que l'UE subventionne des entités proches des frères musulmans. Oui, alors j'ai posé une question d'actualité, on a recherché, parce que c'était beaucoup de on dit, j'ai lu, on a vu, qui que quoi. Donc je suis allée chercher dans le budget de l'Union européenne, c'était un véritable jeu de pistes pour retrouver les financements, et on les a retrouvés. Donc c'est à la fois des financements d'entités liées aux frères musulmans, c'est aussi la délégation de programme Erasmus, qui sont notamment pour les étudiants, pour la formation, etc., à des entités proches des frères musulmans, l'université de Gaziantep par exemple, ou l'université islamique de Skopje en Macédoine, enfin des gens tout à fait respectables, mais pour lesquels moi j'ai pas envie en tant que contribuable financier européen de voir mon argent financer ce genre d'entité. Donc oui. À ce propos, Madame la sénatrice, l'université de Strasbourg, qui est quand même dans une ville plutôt européenne, vient de geler ses relations avec l'Institut Reichmann. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une certaine influence ? Ah oui. De toute façon, il y a des études très claires sur l'influence de l'islam dans les universités, de l'islam radical dans les universités, comme dans le sport.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre société est totalement grignotée. Donc on a fait preuve de beaucoup de naïveté. La sœur de Samuel Paty a publié un article en disant ni sursaut ni réveil. Je pense que c'est vraiment le temps de se réveiller et d'avoir un sursaut démocratique pour que notre argent arrête de financer au nom de la diversité les ennemis de la République. Oui, ça c'est une certitude. Parce que je suis obligé de vous reposer la question, et c'était ma première question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, éventuellement, des services en France ou des éléments en France qui veulent faire taire certains marchés parce que ça ne sert pas à leurs propres intérêts? Mais il y a sûrement. Mais malheureusement, on ne le sait pas sur le moment. Il faudrait des tas de commissions d'enquête. Vous frôlez le secret défense et vous êtes aussi dans des limites que moi, à titre personnel, je ne connais pas. Qu'il y ait des influences, qu'il y ait de la corruption pour avoir certains marchés, ça existe malheureusement partout. Je ne sais pas pourquoi ça n'existerait pas en France, mais en tous les cas, moi, je n'ai pas de connaissance aujourd'hui de faits précis. Je sais que la France, notamment à l'égard du Liban, si c'est ce que vous voulez que je vous dise, a une politique qui est assez audacieuse, puisqu'on est un des rares pays au monde à distinguer deux branches du Hezbollah. On a une branche politique et une branche militaire. On a les gentils et les méchants. Voilà. C'est ce qui permet à la France de parler à tout le gouvernement libanais, qui d'ailleurs n'écoute pas beaucoup, comme vous le voyez. Et c'est quand même une hypocrisie extraordinaire, parce que la branche politique ou la branche militaire, c'est la même branche de terroristes. Donc c'est la raison pour laquelle aussi on n'inscrit pas le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes, parce qu'il y a cette espèce de dualité qui est une création française dont on a le secret, que moi je ne partage pas évidemment. Merci, Madame la sénatrice. D'ailleurs, vous en parlez très justement, et puisque votre livre a été traduit en arabe dans l'abécédaire de la lutte contre le financement du terrorisme, également en français, bien évidemment, mais en arabe aussi. Je suis à la disposition d'un éditeur en hébreu, hein. Moi, j'ai pas de problème. Bientôt, bientôt. Merci, Madame la sénatrice, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, et à très vite sur i24 News.